Alors, jeudi 21 mai 2020, cet autre jeudi que nous passons ensemble dans la série Énergie renouvelable et indépendance alimentaire. Nous avons avec nous deux personnes pour le moment. Une troisième va se joindre à nous, Monsieur Beaulieu. Un petit problème technique, mais ça va être résolu. Donc, notre thème de ce soir, dans cette réflexion que nous faisons semaine après semaine sur comment est-ce que les énergies renouvelables peuvent aider à régler l'autre problème de l'heure qui est celui de la crise économique et celui de la crise climatique. Donc, comment est-ce qu'on combine énergie renouvelable et production alimentaire? On a décidé, maintenant que le beau temps est là, maintenant que vous nous faites l'honneur d'être avec nous, malgré tout le jardinage qu'il y a à faire, malgré toutes les plantes qui poussent, on a avec nous deux spécialistes qui sont dans le secteur de la foresterie. Evelyne Tifo, qui est professeure à l'Université Laval, présidente également de la Forêt Montmorency, et donc une spécialiste de renommée internationale dans la foresterie, la séquestration du carbone. C'est bien toi, Evelyne? Apparemment. Oui, bon. Et on a également Stéphane Gay, personnage télévisuel bien connu dans l'émission Chef à la cabane et qui est également biologiste, spécialiste des questions acéricoles et de la bioénergie. Bonjour Stéphane. Salut Jean-François, salut tout le monde. Bonjour. Alors, sans plus tarder, on va commencer cette réflexion à savoir comment est-ce qu'on peut faire le sucre le plus vert du monde, mais pour ça, il faut d'abord venir comprendre certains éléments. Et on a Serge Beaulieu qui vient de se joindre à nous. Il y a eu quelques petits problèmes de connexion. Donc, voici Serge qui va apparaître, qui va allumer sa caméra aussi et son micro, mais moi, je vais fermer le mien, puis les autres aussi pendant qu'ils vont faire leur présentation. Donc, Serge est producteur acéricole de longue date. Serge a été un compagnon d'armes avec moi pendant la crise du verglas. On a eu le bonheur le bonheur, si bonheur est-il, de travailler à la relance de l'acériculture dans la Montérégie ensemble. Un homme hyper dynamique qui va venir nous présenter sa réalité en tant que producteur et comment et pourquoi il a fait cette conversion à l'énergie renouvelable. Donc, Serge, il va juste falloir que tu ailles en haut, allumer ta caméra. Et donc, sans plus tarder, je vais mettre la présentation pour Evelyne qui va venir nous faire un petit b.a.-ba de la biomasse, le CO2, la captation et le tout pour venir nous expliquer comment la biomasse, c'est quelque chose de positif pour le climat et pour notre économie. Donc, je te mets ta présentation et donc, c'est à toi, Evelyne. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Je trouve le thème particulièrement intéressant et porteur. Donc, moi, je suis professeure au département des sciences du bois et de la forêt. Donc, je suis ingénieure forestière. Donc, la partie de l'histoire sur laquelle je travaille, c'est vraiment ce qui se passe en forêt. Donc, je fais des travaux de recherche sur la biomasse forestière, surtout sur la partie approvisionnement et comment que la biomasse forestière fait partie d'une équipe plus large de l'aménagement forestier. Juste quelques concepts de la façon que ça s'inscrit dans la lutte au changement climatique. Donc, on le sait que dans l'atmosphère, les concentrations de CO2 augmentent de plus en plus. Et donc, les façons de réduire les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, il y a d'abord soit ce qu'on peut faire, c'est soit fermer les robinets, donc réduire nos émissions à l'atmosphère. Donc, au moins, on va arrêter l'eau du bain d'augmenter dans la baignoire. Mais ça ne sera pas suffisant pour revenir à des concentrations plus gérables. Donc, il faut aussi qu'on soit capable d'ouvrir le drain du bain. Donc, si on veut lutter efficacement contre les changements climatiques, ça va être important d'avoir des actions qui font ces deux choses-là, fermer les robinets, mais aussi ouvrir le drain. Il n'y avait pas tant de possibilités que ça qui nous permettent de faire de jouer sur ces deux tableaux-là. Une des choses importantes, évidemment, c'est la partie de la transition énergétique qui nous permet de sortir des carburants fossiles. Donc, je vous apprends rien, évidemment, là, dans une conférence de l'ACPER. D'après les spécialistes,
Là, ce que vous avez sur le graphique, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie fossile dans le monde, donc c'est à l'échelle globale. Puis vous avez en bas les énergies renouvelables. Donc, si on veut atteindre nos cibles de lutte au changement climatique, il faudrait qu'à chacune des prochaines décennies, on réduise de moitié notre consommation d'énergie fossile. Donc, c'est tout un défi qu'on a devant nous. Et ça peut juste passer par l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, ça va être une des façons où on va pouvoir fermer le drain. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, évidemment, comme Québécois, c'est l'hydro qui fait partie de notre histoire, de notre tradition, de notre imaginaire collectif. Donc, j'ai lu récemment le texte de la pièce de théâtre J'aime Hydro, puis ça représente bien comment l'hydroélectricité, c'est devenu quelque chose de très ancré parce que très lié à notre territoire, au territoire québécois. Donc, on pense d'abord à l'hydro quand on pense à l'énergie renouvelable comme Québécois. Cela dit, le Québec, c'est un territoire immense, en grande majorité couvert par les forêts. Mon image n'est pas super belle, mais c'est la carte de la végétation au Québec. Et donc, la grande partie de notre territoire est couverte par des forêts qui sont en majorité gérées pour le public, donc vraiment qui appartiennent aux Québécois, et donc qui sont tout aussi liés à l'identité québécoise, c'est bien le territoire forestier. D'où le rôle de la biomasse forestière. Donc, ça pourrait devenir quelque chose d'aussi ancré dans notre identité que l'hydroélectricité. Donc, on peut voir la grande partie du territoire québécois est couvert par de la forêt boréale, mais on a une forêt mélangée, une forêt feuillue dans le sud du Québec. C'est des belles forêts aussi. Et c'est là, évidemment, que se concentre la production acéricole. Donc, la biomasse forestière peut jouer un rôle dans la transition énergétique, mais la biomasse forestière, donc utiliser des arbres, des parties d'arbres, des résidus forestiers pour la production d'énergie, donc pour la production de bioénergie, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large qui est l'aménagement forestier et le secteur forestier. Donc, la biomasse forestière, elle n'existe pas, elle ne peut pas exister toute seule, elle doit faire partie du secteur forestier. Elle va jouer dans la même équipe que le secteur forestier. Et le secteur forestier, il est déjà reconnu en général comme un outil de lutte au changement climatique. Donc, il y a 3 actions importantes du secteur forestier pour la lutte au changement climatique. C'est d'abord, l'aménagement forestier peut contribuer à augmenter la séquestration du carbone en forêt. Donc, si on aménage plus et mieux nos forêts, elles vont pousser plus et mieux et séquestrer plus de carbone. Donc, aider à ouvrir le drain puis enlever du CO2 de l'atmosphère pour le stocker dans les forêts. Ensuite, les forêts, lorsqu'on les aménage, on envoie sur les marchés des produits du bois. Si on fait des produits de longue durée, ces produits-là vont stocker du carbone pendant toute une vie ou même plusieurs vies. Donc, ça, c'est un rôle important d'aménagement forestier, de fournir des produits du bois. Ensuite, les produits du bois-là, donc les produits solides, mais aussi la biomasse, ils ont aussi un rôle de substitution. C'est que lorsqu'on utilise les produits du bois, l'énergie venant des forêts, on évite d'utiliser des produits d'origine fossile. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Et cet effet-là est vraiment important. C'est un rôle fondamental que l'aménagement forestier, que les forêts peuvent jouer, c'est de fournir des matériaux et de l'énergie renouvelable pour répondre aux besoins des sociétés. Donc, ça, c'est un des aspects vraiment importants des forêts. Puis c'est là que s'inscrit la biomasse forestière, donc pour la production d'énergie en remplacement des énergies fossiles. Donc, lorsqu'on fait de l'aménagement forestier, donc on va aller récolter des arbres avec lesquels on peut faire différents produits, dont de la biomasse forestière. Pour l'instant, au Québec, on en fait très peu. Là, par rapport à notre territoire forestier, par rapport à la quantité d'aménagement forestier qu'on fait, la portion de biomasse, pour l'instant, est vraiment, vraiment très faible. Mais la façon que ça fonctionne présentement sur le territoire québécois, c'est qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui travaillent ensemble, qui vont se répartir les arbres et les parties d'arbres selon leurs besoins de qualité de fibre. Donc, on a des joueurs, par exemple, en forêt feuillue, tu vas avoir des joueurs industriels qui ont besoin de bois de très haute qualité pour faire du déroulage, donc pour faire des beaux plaquages et faire des produits de longue durée. On va avoir d'autres preneurs qui vont faire du sciage, d'autres qui vont faire avec le bois de moins bonne qualité, on va faire du bois de palette.
Le bois de moins bonne qualité encore, on va en faire de la pâte. Ça, c'est un secteur qui est de moins en moins présent sur les marchés. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces joueurs-là, ils ont besoin des uns des autres. C'est vraiment un sport d'équipe, l'aménagement forestier. Les joueurs du déroulage, ils ont besoin des joueurs du sciage, ils ont besoin des preneurs de bois de mauvaise qualité, sinon ils n'arrivent pas à survivre. C'est vraiment un travail d'équipe parce que quand tu rentres dans une forêt, tu vas avoir des arbres de toutes sortes de qualités différentes, de toutes sortes d'espèces. Puis il faut vraiment que tu travailles en équipe avec d'autres industries pour être capable de valoriser la ressource et de rendre l'aménagement économique. Donc, c'est vraiment, vraiment un travail d'équipe. Un des problèmes qu'on a présentement au Québec, l'image que vous voyez là, c'est un arbre feuillu du sud du Québec. C'est qu'on a une ressource, surtout en forêt feuillue, qui a des problèmes de qualité. Donc, là, vous voyez que c'est une tige qui est pourrie comme ça. On en a beaucoup de ce genre d'arbres-là dans les forêts feuillues. Donc, des arbres qui sont d'assez faible qualité. Et le problème avec ces arbres-là, donc c'est un autre exemple d'une tranche d'érable à sucre, on voit qu'il y a quand même de la pourriture, assez de pourriture présent. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez en forêt. Donc, c'est des arbres de faible qualité pour lesquels il n'est pas possible de faire des déroulages ou pas possible de faire de sciage. Les preneurs de pâte, il n'y en a presque plus au Québec. Donc, on a parmi des arbres de très bonne qualité qui sont capables d'offrir des produits de longue durée ou de servir à la sériculture, donc des arbres vigoureux et de bonne qualité, bien, ces arbres-là, ils sont pris avec des amis arbres qui, eux, sont de mauvaise qualité. Et donc, ça cause un problème pour l'aménagement forestier, mais aussi pour le maintien en santé d'une exploitation acéricole, où ce qu'on veut favoriser la croissance des belles tiges, mais on voudrait se débarrasser des tiges qui sont moins belles, sauf qu'il n'existe presque pas de preneurs pour ces bois de mauvaise qualité. Un autre problème qu'on a dans les forêts feuillues, c'est la présence de l'être, qui est attaqué présent. Premièrement, c'est une espèce que les scieurs et les preneurs de pâte n'aiment pas du tout. C'est une espèce mal aimée en partant. On aime beaucoup mieux l'érable à sucre pour des raisons historiques. Puis en plus, non seulement on ne l'aime pas, ces temps-ci, il est attaqué par une maladie qu'on appelle la maladie corticale du hêtre, qui vient dégrader complètement la fibre, qui le rend encore plus indésirable et mal aimé. Et donc, en plus, quand il se fait attaquer par la maladie corticale du hêtre, il se met à se reproduire encore plus, à faire des petits hêtres qui, à leur tour, se font attaquer. C'est en train d'envahir nos érablières. Sauf qu'il n'y a pas de preneur pour ce maudit bois-là que personne aime parce que les scieurs n'en veulent pas, les papetières n'en veulent pas. Donc, on a un problème. Et donc, ça vient nuire à notre sylviculture et ça vient nuire aux autres joueurs qui voudraient valoriser les forêts feuillues parce que ces joueurs-là, ils ont besoin de preneurs de bois pas beaux. Ils ont besoin de preneurs de bois mal aimés, mais ces joueurs-là sont très rares présentement dans le réseau industriel. C'est juste un autre exemple d'un hêtre là, qui est mort. C'est ça, les usines de sciage, notamment les usines de déroulage, même les usines de pâte, ils ont des critères très stricts en matière de qualité du bois. Et pour la production acéricole, c'est la même chose. On a les arbres qui vont produire beaucoup, ben, c'est les arbres qui vont être de bonne qualité. Donc, on n'a pas de preneur pour les bois de mauvaise qualité. Et là, la photo que vous voyez là, c'est pas une photo qui vient de la forêt feuillue, c'est une photo qui vient de la forêt boréale, mais c'est juste pour montrer ce qui se passe beaucoup présentement dans le contexte forestier, c'est qu'on a des preneurs pour les tiges de bonne qualité, mais les arbres qu'on veut pas, ben, ils sont laissés littéralement sur le site. Lorsqu'on fait la récolte, il faut que le bras de la batteuse se promène. Non. Et donc, on laisse sur le site très souvent ces arbres-là. Là, je t'entends. Juste une petite minute, Evelyne. On a Serge Beaulieu qui est avec nous, qui vient d'arriver. Donc, Serge, on t'entend. Il faudra juste que tu allumes ta caméra qui est dans le haut à côté du micro, puis juste mettre ton micro en mode silencieux le temps que Evelyne termine sa présentation, puis ensuite, je vais te présenter. C'est beau, Serge? Oui, bon, ben, on y va. Continue, Evelyne. Donc, ça, ce que tu nous présentes là, c'est quand certains nous disent que dans la forêt, on y ramasse tout au complet, puis que donc le ramassage du bois résiduel, de la matière résiduelle,
il faut constater qu'actuellement, on en laisse énormément de bois. Oui, et ça, c'est constitué d'arbres qui n'ont pas de preneur en raison de leur espèce ou de leur qualité. Donc, ils sont laissés sur les sites. On est parti avec les belles tiges. Il n'y a pas de preneur pour les tiges de faible qualité. Donc, encore une fois, c'est pas fait exprès pour prendre des photos juste de débris comme ça. C'est une vue qu'on retrouve abondamment au Québec là, en forêt boréale. Mais Evelyne, comment ils font les repousses pour pousser là-dedans? Ben, c'est ça l'enjeu principal, c'est que non seulement ça fait mal au cœur de voir de la ressource comme ça qui est laissée au sol, c'est que là, l'aménagement forestier au Québec se base principalement sur la régénération naturelle. Donc, on s'attend à ce que les parterres de coupe se régénèrent naturellement. Sauf que dans le cas où on laisse plein de bois comme ça, tu peux imaginer que les petits semis ne sont pas capables de pousser là-dedans. Ils ont besoin de soleil et donc ne sont pas capables de s'installer. Donc, ce qu'on voit, et c'est de plus en plus vrai parce que le marché de la pâte, qui était notre dernier preneur de bois pas beau, est en train de disparaître. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des problèmes de régénération. Et là, il faut qu'on fasse des travaux coûteux, point de vue économique, mais point de vue de GES aussi, parce que ça veut dire déplacer plus de machinerie pour venir libérer ces sites-là. On empile ce bois-là en bord du chemin, on le laisse pourrir là pour être capable de remettre en production les sites. Donc, ça cause des problèmes de régénération. Donc, non seulement c'est une opportunité perdue, mais ça nous cause des problèmes de régénération parce qu'on a besoin de preneurs de bois pas beaux. La bonne nouvelle, c'est que les bois dégradés ou les bois qui sont de mauvaise qualité pour les autres joueurs, pour le sciage, pour le déroulage, pour la sériculture, ces bois-là, ils ont les caractéristiques parfaites pour la bioénergie. On a fait plein de tests, on est capable d'en faire de la combustion, des biogaz, des biocarburants sans problème. Ils conservent des propriétés intéressantes pour toutes sortes de produits de la bioénergie. Donc, c'est le match parfait que ces arbres mal aimés pourraient devenir la matière première favorite pour la bioénergie, en plus d'aider les autres joueurs de l'équipe. Il s'agit juste, quand on fait l'aménagement, de bien séparer les tiges, d'envoyer les arbres ou les parties d'arbres de très bonne qualité vers soit les laisser debout pour la sériculture ou les envoyer vers le sciage, le déroulage, la pâte quand il a marché la pâte, puis le bois mal aimé, il peut être dirigé vers la bioénergie. Donc, il s'agit juste de rajouter la bioénergie dans le panier de produits. Donc, dans un monde idéal, c'est vers ça qu'on s'en irait, puis ça faciliterait beaucoup l'aménagement. Ici, c'est encore dans le contexte de la forêt boréale. Donc, sur la photo de gauche, c'est un site sur lequel on a laissé les débris de coupe, on a laissé les arbres mal aimés sur les sites. À droite, on a fait la récolte des bois de mauvaise qualité, a été récoltée pour la bioénergie. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus d'espace disponible pour les petits semis, pour la petite régénération, mais il reste quand même abondamment de résidus. Il reste des petites branches, il reste du feuillage. Donc, la partie productivité des sols, fertilité des sols qui peuvent être une inquiétude, dans les faits, ça n'en est pas vraiment une parce qu'on laisse même en récoltant de la biomasse pour la bioénergie, on laisse beaucoup de matériel au sol. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si on veut que ça fonctionne, la foresterie, il faut vraiment travailler en équipe. Donc, il faut que la bioénergie, les différents produits de bioénergie soient considérés dans la même équipe que les autres super-héros des produits du bois. Et là, j'ai fait un spécial, j'ai rajouté Capitaine Marvel, là, représentant le sirop d'érable, pour montrer que tous les produits qui viennent de la forêt, il faut les considérer comme un tout, puis qu'il y a de l'entraide qui peut se faire entre les différents produits. Puis c'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'aménagement forestier. Donc, comme un travail d'équipe entre les différents produits du bois et où la bioénergie peut venir jouer un rôle essentiel, va jouer un rôle essentiel de soutien pour les autres membres de l'équipe. C'est super. Écoutez, là, on a vraiment un petit problème avec Serge Beaulieu qui sera pas avec nous, ce qui fait que la partie, on va arrêter ta discussion pour qu'on puisse revenir tout le monde ensemble. Et donc, on va être les trois ensemble, plus nos auditeurs. Donc, si vous avez des questions, on a ici Stéphane Paré. On va aller entrer dans la période de questions-réponses. Stéphane nous dit pourquoi personne ne pousse pour faire du copeau de bois au lieu du bois de pâte? J'imagine les parles peut-être de copeaux pour la combustion. Peut-être. Allons-y là-dessus parce qu'effectivement, donc, si j'extrapole, Stéphane, c'est de dire pourquoi ne pas passer tout ça en bon français.
pour en faire soit, peut-être pour expliquer, Evelyne, la différence entre le faire sur le parterre de coupe ou le faire dans un centre de conditionnement parce qu'il a déplacé du bois ou de l'air, là. Voilà. Ben, en fait, c'est ça qu'on peut imaginer, là, qu'on prendrait ces arbres-là pour les mettre en copeaux. Les Scandinaves ont développé de la logistique très efficace pour faire la mise en copeaux directement sur le bord du chemin en apportant de la machinerie là. Une autre possibilité, c'est d'amener les arbres dans des centres de conditionnement où tu aurais des plus gros chippeurs pour faire des copeaux. Puis après ça, ces copeaux-là peuvent servir à une multitude de produits. Cela dit, pour que ça vaille la peine de ramasser les arbres et les arbres dégradés pour faire et les mettre en copeaux, il faut que ton produit final soit de valeur suffisante. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on fait juste des copeaux pour les faire brûler, la chaleur comme telle, ça peut être difficile de bien rentabiliser. Donc, il faut que ça soit associé à, si par exemple, c'est associé à de la production acéricole, ou ce que là, tu vises un produit de plus haute qualité, associé à un produit de plus haute qualité, tu as plus de chances que ça fonctionne. Si c'est juste pour chauffer des bâtiments, par exemple, il y a peut-être des chances que ta rentabilité ne soit pas tout à fait. Puis on peut imaginer si on va faire de la production de granules, par exemple, un produit de plus haute valeur, ou du biogaz, ou du gaz naturel renouvelable, ou des biocarburants. Là, on a des produits de plus haute valeur qui ont plus de chances de venir rentabiliser les opérations. En fait, on va faire de la gazification parce que c'est une matière ligneuse, ça ne va pas se biométhaniser, là, mais on va plutôt faire une gazification. Mais on comprend dans tout ça qu'il faut quand même qu'il y ait un marché. Exactement, exactement. C'est ça. C'est vraiment quand tu les considères avec les autres produits du bois que ça commence à faire du sens. Quand si tu associes l'utilisation de la biomasse justement à des produits acéricoles, tu as déjà plus de chances que ça marche et pas le considérer comme séparément. Puis si tu considères aussi l'effet positif de ramasser les arbres dégradés, l'effet positif que ça a sur la valeur des autres arbres, ça, c'est de quoi qu'on ne prend pas en compte encore. Si ça fait augmenter la valeur des arbres qui restent debout là, en ramassant les arbres dégradés parce qu'on leur donne plus de place pour la croissance, bien là, tu viens d'augmenter la rentabilité de la bioénergie. Donc, il faut refaire nos calculs en tenant compte de ce travail d'équipe. Mais là, également, Evelyne, derrière ça, on en a parlé. D'ailleurs, Raymond Guénet dit bravo, madame, belle présentation. Je suis d'accord avec lui. Il y a aussi le fait que de dire que tous les arbres ne fixent pas le carbone de la même façon. Entre une forêt qui pousse, une forêt qui est bien entretenue, puis une forêt qui est en fin de vie, on n'a pas la même séquestration de carbone. Est-ce que je me trompe? Bien, si on vise les arbres dégradés qui sont stagnants, ces arbres-là, ils n'ont plus une séquestration vraiment importante. Et donc, quand on veut faire de la bonne sylviculture, du bon aménagement forestier, on irait chercher ces arbres qui ont plus de croissance pour faire de l'espace, faire de l'air, qu'il y ait plus de soleil qui arrive sur les arbres qui ont encore une vigueur et faire de l'espace aussi pour des nouveaux arbres. Et donc, si on fait de la bonne sylviculture, on va aller chercher ces arbres dégradés-là. Sauf qu'on n'ira pas les chercher s'il n'y a pas de marché pour ces bois-là. Donc, c'est vraiment la clé. Oui, ça a un avantage sylvicole, mais ça prend un marché pour ces bois-là, puis c'est là que la bioénergie peut jouer un rôle. Et on comprend qu'au Québec, selon les lois, les règlements, la sylviculture, c'est pas comme celle qui se fait dans l'Europe du Sud où on marche dans les forêts puis on pourrait être dans un champ de maïs tellement c'est planté au carré puis on voit les lignes en roulant en auto là, on voit qu'on peut se cacher derrière les arbres là, puis donc on n'est pas, c'est pas ça l'aménagement forestier au Québec. L'aménagement forestier qu'on fait au Québec, sa grande particularité, puis ce qui en fait notre fierté comme forestier, c'est ce qu'on appelle la naturalité. On mise sur la régénération naturelle, on veut de la diversité dans nos forêts. Donc, c'est quelque chose, c'est depuis les années 90 que ce mouvement-là a été développé, que c'est maintenant intrinsèque dans nos lois forestières. On veut de la diversité. Sauf que, donc, ça fait des forêts qui ont beaucoup d'espèces différentes, qui misent sur la régénération naturelle. On parle plus d'espèces de compétition, on parle d'espèces qui accompagnent, d'espèces accompagnatrices. Mes amis scandinaves, ils rient de moi quand je dis ça, mais c'est rendu dans notre langage. Donc, c'est une fierté, mais en même temps, c'est un défi pour la transformation du bois, parce que transformer du bois très diversifié, ben c'est compliqué. Ça prend de la flexibilité puis de la diversité.
puis beaucoup de joueurs dans l'équipe qui s'entraident. Oui, ça ne se fait pas à n'importe quel prix, là, cette diversité-là. C'est ça, exact. Ça prend de la diversité. Si tu veux de la diversité en forêt, ça t'en prend dans ton réseau industriel. Donc, il faut accepter des joueurs peut-être non conventionnels comme les produits de la bioénergie. Bon, ben là, Stéphane, tu as commencé à intervenir, donc je vais te passer la parole. Je vais aller mettre ta présentation. Parfait. Je vais commencer en disant un gros merci à Evelyne parce que, écoute, comme biologiste, parler contre le être, c'est un peu dur pour moi. Comme acériculteur, j'ai pas trop de difficulté à le faire, mais j'avais jamais dit ça, le maudit être. Fait que je vais le garder, le terme. Je l'adore. Et puis je pense que le être, c'est vraiment bon pour faire de la granule. Ben, écoute, je pense que la nature le maudit de ces temps-ci par les mots qui l'affligent, mais je pense que derrière ça, il n'y a pas dans un jardin, c'est un peu la même chose, il n'y a pas de mauvaises herbes. Elle n'est peut-être pas à l'endroit où on voudrait qu'elle soit, puis on fait peut-être pas ce qu'il faudrait qu'elle fasse, mais l'être a une utilité, mais disons qu'on n'en fait pas beaucoup de granules, et donc si on en faisait plus, on dirait peut-être, ah bravo, vive les êtres. Là. On n'est pas rendu là. Juste pour dire que les tests de conversion en bioénergie que j'ai faits sur le être fonctionnent parfaitement. Donc, c'est une manière excellente pour la... Bon, alors, faire ta présentation, Stéphane, et donc, parle-nous du sirop d'érable, puisque dans un chef à la cabane, tu es le meilleur ami de Martin et que tu lui expliques comment produire tellement de magnifiques sirops d'érable qu'il arrange de toutes les façons. Premièrement, pour les gens qui peuvent se demander pourquoi je m'intéresse aux énergies renouvelables, ceux qui sont pas au courant, je fais de la biométhanisation depuis, depuis plus de 10 ans. Je suis avec Groupe Génétique. Stéphane, c'est pas pour aller avec les fèves au lard qu'il y a à la cabane à sucre? Non, vraiment pas. Puis, j'avais délaissé la sériculture pendant plusieurs années pour faire de la biométhanisation. Puis c'est vraiment l'émission Un chef à la cabane qui m'a ramené professionnellement vers la sériculture. Puis, si vous voyez dans le bas de mes diapos, c'est écrit Érable et Chalumeau. C'est un site Internet là, qu'on a mis en opération là, pour la sériculture pour répondre aux questions du monde. La sériculture, ben évidemment, moi, j'adore le sirop d'érable. Fait que déjà, en partant, ça me permet d'en parler beaucoup. Hein, faut commencer par là, l'adorer. Cet hiver, le ministère de l'Agriculture m'avait demandé d'aller faire une série de conférences dans ce qu'on appelle les journées agricoles. Puis on voulait parler d'environnement. Puis ça fait plus de 20 ans, moi, que je dis que le sirop d'érable, c'est probablement le produit sucré le plus écologique au monde. Avec certains bémols, on va le dire. Puis c'est le but de la conférence de ce soir. Hein. Ce qu'on voit apparaître aujourd'hui sur le nouveau marché alimentaire, on voit beaucoup de gens qui vont se préoccuper de ce qu'ils achètent en fonction de l'empreinte écologique de ce qu'ils vont manger. Le CO2 est très considéré, mais on voit ça régulièrement maintenant. On nous ramène les aliments avec différents indicateurs environnementaux, puis ça permet certains consommateurs qui sont plus sensibles à ces éléments-là de sélectionner un aliment plutôt qu'un autre. Donc, je suis parti de ça, puis j'ai commencé à regarder les différents indicateurs qui sont utilisés. Il y a l'empreinte hydrique, autrement dit, ça prend combien d'eau pour faire d'autres choses. Moi, j'ai regardé le sucre en général, qui est notre principal compétiteur pour le sirop d'érable, c'est le sucre de canne, le sucre blanc. Puis on peut voir que ça a une empreinte hydrique qui est assez importante comme produit. Je peux vous dire tout de suite, je connais personne qui arrose son érablière, donc on n'a pas d'empreinte hydrique. Je pense que Serge restait une connexion. Est-ce que Serge, t'es là? Ben oui, je viens d'arriver. C'est super. Donc, Serge, producteur acéricole, président de la Fédération des acériculteurs, acéricultrices. Donc, ça fait longtemps que tu es dans le domaine. Est-ce que tu connais des producteurs qui mettent des systèmes du goutte à goutte, non pas pour collecter la sève, mais pour mettre de l'eau aux érables? Non, je ne connais pas de personne qui fait ça encore à venir jusqu'à date. Donc, ça nous distingue énormément du sucre blanc qu'on doit arroser pour produire. Oui, oui.
Parfait. Donc, continue, Stéphane, puis après, Ouais. on va enchaîner avec Serge, Je vais, sa présentation, qui va venir nous présenter son cas, ce qu'il vit et pourquoi est-ce que lui a fait la conversion vers la biomasse. Donc, vas-y, Stéphane. Oui, donc ce qu'on peut voir, c'est que les quantités d'eau sont quand même phénoménales. On parle de le sucre blanc, qui est le sucre de betterave normalement, là, qui est 920 litres par kilogramme de sucre produit, puis 1782 pour la canne. Ce qui veut dire que pour certaines personnes qui ont cette sensibilité-là à la quantité d'eau qu'on va consommer pour produire un aliment, ben, la vraie alternative pour eux, ce serait le sirop d'érable parce qu'on n'en prend juste pas de l'eau. Autre chose, l'occupation au sol. Souvent, on va nous dire qu'on va produire tant de kilos ou tant d'énergie par hectare, par mètre carré. Ben, ça existe pas non plus avec la sériculture parce qu'on fait pas de déforestation. On va faire des coupes forestières petites, mais de la déforestation, si on coupe tous nos arbres, bien, on fait plus de sériculture et on essaye même de se maintenir autour de, pour question de rentabilité, d'avoir au-dessus de 200 entailles à l'hectare. Donc, on garde des peuplements assez fermés pour maintenir une production assez dense. Mais Stéphane, il va arriver quand même à un certain moment donné où tu as des arbres plus vieux et donc dans ta planification, tu vas dire, bon, lui, bon, mais si on veut en parler tout de suite, pour avoir une forêt d'érablières qui va être à haute production de sirop, bien, on devrait faire des aménagements forestiers pour avoir des érablières à haute croissance. C'est très difficile d'entrer, faire de la coupe premièrement, si on ne chauffe pas au bois. Ça a été perdu un peu, donc on ne rentre pas dans les érablières pour couper le bois. Dans l'érablière, on ne veut pas enlever les belles tiges, donc les mal-aimés, c'est juste ça qu'on voudrait se débarrasser. Il n'y a pas vraiment de marché autre que le bois de chauffage pour ce bois-là. Donc, les gens ne vont pas le faire. On a des érablières qui souffrent d'aménagement. Sur les terres publiques, on nous fait ce qu'on appelle l'aménagement sérico-forestier, ce qui veut dire que pour se débarrasser un peu des mal-aimés, il faut sacrifier quelques belles tiges pour rentabiliser l'opération parce qu'on n'a pas un marché très développé du mal-aimé. Hein? J'aime bien le terme, mal-aimé. Le maudit mal-aimé. Oui, c'est ça, le maudit mal-aimé. Quand on repasse tous les indicateurs, on va se rendre compte que le sirop d'érable, c'est qu'il n'y a pas de déforestation, pas de consommation d'eau ou très négligeable dans la production. D'ailleurs, avec les systèmes de filtration membranaire, on sort de l'eau puis on le remet dans l'environnement. On a un maintien des écosystèmes et de la diversité aussi. Elles sont habitées, ces forêts-là, par des animaux, hein, énormément. Et en plus, on n'utilise pas de pesticides pour produire. On a une tâche à notre dossier, c'est qu'on n'est pas tous les sirops n'ont pas une empreinte carbone égale, on va dire. On va y aller comme ça. Puis, comme j'ai essayé pendant des années de dire que le sirop d'érable était le produit le plus écologique au monde, j'ai été voir un peu ça représentait quoi, l'empreinte carbone du sucre en général. Puis on peut voir quand même que le sucre blanc et le sucre de canne sont quand même des produits qui ont des empreintes carbone importantes. On parle de 0,9 kg par kilo de sucre produit pour le sucre blanc, puis le sucre de canne, 0,6. Donc, en général, là, si c'est pas écrit d'autre chose sur ton emballage, là, ben, tu vas être autour de ça pour un sucre blanc, ce qui n'est pas un beau score en termes de calories produits ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas une ressource, le sucre, qui est excessivement performante au niveau CO2. Maintenant, si on regarde le sirop d'érable lui-même, mais comment il se situe par rapport à ça, bien, quand j'avais commencé, je me suis allé fouiller un peu plus en détail, puis j'ai trouvé des sucres qui étaient plus performants, les sucres bio. Fait que là, j'ai trouvé un sucre bio qui était à 0,33 kg de CO2 par kilogramme. C'est un sucre de canne qui est produit au Paraguay. C'est le meilleur sur le marché actuellement. Donc, là, je me suis dit, si je veux pouvoir dire qu'on produit un sirop d'érable qui est le plus écologique au monde, donc il faut battre 0,33, considérant que toutes les autres, les meilleures, sont à 0,6. Donc, il faudrait au moins être entre 0,33 et 0,6 si on veut être dans le game. Puis, je vous fais remarquer que
nous, il y a différentes choses qui sont tenues en compte quand ils déterminent ça. Il y a la culture elle-même, le transport, l'emballage. C'est toutes des choses que nous, on va avoir en plus petit. Puis Serge qui est président des producteurs et productrices acéricoles, mieux connu sous le nom de la Fédération, pourra nous expliquer pourquoi au niveau de l'emballage, on est peut-être plus performant que d'autres, parce que la Fédération a fait des mouvements dans les dernières années qui ont réduit énormément l'empreinte carbone de la transformation. Mais, malheureusement, si on évapore à l'huile et qu'on considère qu'actuellement, la moyenne au Québec est de 12 brix. 12 brix, c'est à peu près 12 % de sucre. Ça sort de l'arbre à 2 % de sucre. On le concentre par filtration membranaire autour de 12. On serait à 1,87 kg de CO2 par kilogramme de sucre, ce qui est presque, en tout cas, c'est pas honteux, mais pas loin, on va dire. Moi, ça me gêne énormément de parler de ce chiffre-là pour une industrie que j'adore. Puis, l'ancien standard était à 8 brix, puis à 8 brix, pour vous donner une idée, c'est que ça prend 1 litre d'huile pour faire 1 litre de sirop. Donc, quantité importante de carburant, donc on serait capable de consommer énormément de granules aussi. Si on concentrait les concentrateurs par filtration membranaire les plus performants sont capables d'aller à 35 brix, donc 35 % de sucre. Donc, c'est ça, pour monsieur, madame, tout le monde, les brix, c'est la concentration de sucre. Oui, c'est ça. C'est l'unité qui est utilisée pour la concentration en sucre. À 35 brix, quand j'arrive à le concentrer à ça, il me reste 1 litre d'eau à évaporer pour sortir 1 litre de sirop. Okay. Puis quand ça sort de l'arbre, ça en prend 40. Okay? Donc, on réduit de 40 fois la quantité d'eau à évaporer. C'est immense le progrès qu'on a fait. On prend de l'électricité pour faire fonctionner la filtration membranaire, qui au Québec, c'est de l'énergie qui est verte. Puis, on vient appliquer ça. Sauf que même à 35 brix, on est à 0,47 kg de CO2 par kilogramme de sucre. Bon, donc, on a la caméra de Serge qui fonctionne, donc on l'a. On a Serge à 100 %. Ce qui veut dire que si on regarde le sucre bio du Paraguay, eux, c'est parce qu'ils utilisent la tige de la canne à sucre pour faire le procédé d'évaporation. Donc, ils ont un procédé qui est beaucoup plus performant à ce niveau-là. Maintenant, on sait par différentes études qui ont été faites qu'en ce moment, au Québec, on arrive bientôt à 50 % des sirops qui sont évaporés avec des modes qu'on pourrait dire plus carbone neutre, dont le bois, la granule et l'électricité. Il y a des évaporateurs électriques maintenant sur le marché. Et si on se rappelle, il y a plusieurs années, okay, ça prenait 3 cordes de bois pour faire un baril de sirop. Serge, tu as connu ça, toi? Ah, oui, j'ai connu ça en masse. Tu as connu ça en masse. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est une quantité de bois incroyable et c'est pour cette raison-là que le bois a été abandonné dans les érablières à cause de la somme de travail que ça demandait de produire le bois pour évaporer l'eau d'érable. Aujourd'hui, les systèmes les plus performants, okay, si je concentre autour de 30 brix avec un évaporateur haute performance au bois, je suis capable de produire 12 barils de sirop avec une corde de bois. Donc, je suis passé de 3 cordes pour un baril à 12 barils pour une corde. Donc, et donc, pas beaucoup de CO2 derrière ça, là, parce que pas beaucoup de CO2. Puis, pour ceux qui restent encore que la manipulation du bois, c'est un peu rébarbatif, on va le dire. Il faut que tu transportes le bois. Il faut que tu le mettes dans le poêle de façon manuelle. Aux 40 minutes, il faut que tu ouvres ton poêle à bois, tu mettes le bois. Ceux qui ont des grosses exploitations, ça devient souvent un fardeau. Mais la granule offre le même confort que l'huile. Hein? Tu t'opères pas. C'est comme si tu étais à l'huile quand tu es à la granule. Et comme nos érablières sont remplies de cette belle matière-là pour faire de la granule ou du bois de chauffage, mais moi, je suis ni partisan de un ni partisan de l'autre. Je comprends que l'évaporateur électrique ne génère pas de gaz à effet de serre, sauf que la matière, elle est dans la forêt, elle est déjà là.
est à terre, on l'attend, est disponible, et il faut l'enlever. On n'a pas le choix d'aller faire des travaux forestiers, sinon c'est le hêtre qui va prendre la place, c'est les mal-aimés, les tout-croches. On va se retrouver avec des forêts qui vont avoir des états de santé qui vont être un peu déplorables. Donc, si on revient, l'acériculture peut nous permettre, et déjà beaucoup d'acériculteurs ont le sucre le plus écologique au monde parce qu'ils n'utilisent pas l'huile comme carburant principal pour la production. Donc, ta conclusion, puis je vais nous remettre tout le monde ensemble pour qu'on se voit tout le monde. Donc, ta conclusion, c'est que si on utilise de l'électricité ou de la biomasse, à ce moment-là, on est le sucre le plus vert de la planète parce qu'on est en bas du sucre bio du Paraguay. Ah oui, on bat tout, mais en plus, non seulement on les bat, mais on n'a pas d'empreinte au sol. Hein? On maintient un milieu diversifié, on n'utilise pas d'eau pour la production. Donc, là, on aurait l'ensemble des indicateurs écologiques utilisés pour qualifier les aliments. Dans l'ensemble des indicateurs, on serait le meilleur. Donc, on serait le meilleur, toutes catégories confondues. Et on a déjà pas loin de 50% des sirops qui ont ce statut-là. C'est juste qu'ils ne sont pas identifiés comme tels, mais il y a déjà pas loin de ça, 50% du sirop produit qui correspond à ça. Là. Bon, super. Donc, avant de passer une question, on va prendre Serge. On voit que je pense que tu es rendu, que tu as pu te connecter avec ton téléphone cellulaire. La caméra bouge. C'était compliqué, puis elle bouge parce que là, j'ai été obligé de changer de place parce que la réception Internet n'était pas assez bonne. C'est pour ça que ça bouge un petit peu. T'es un gars écoute, t'as passé au travers du verglas, on l'a fait ensemble. Il n'y a pas rien qui t'émeut. Donc, parle-nous de ton histoire, puis pourquoi est-ce que toi, tu as fait cette conversion-là à la biomasse, puis est-ce que, comme dit Stéphane, tu as les deux pieds sur le poêle, puis tout se fait tout seul, puis donc, il y en est où le sirop d'érable aujourd'hui, puis comment est-ce que les producteurs voient leur avenir avec cette carboneutralité? Ben, regardez, moi, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise. Commencer. Moi, l'entreprise chez moi, c'est l'entreprise familiale. On est avec mon frère depuis 1980 que j'exploite cette érablière-là. Elle est exploitée, par exemple, depuis 200 ans. L'érablière que j'exploite, la première, là, qui avait 800 entailles. Fait que c'est pour vous dire, j'ai commencé avec 800 entailles, mais aujourd'hui, on a 30 000 entailles qu'on exploite. Les 30 000 entailles, au début, quand Stéphane disait « t'as connu ça au bois », moi, je peux vous dire, j'ai eu un poêle au bois, là, le plus rustique qu'on peut pas avoir. Il avait été bâti en 1947. Ça, c'était mon premier poêle que j'ai eu. Ensuite, on s'est modernisé un peu. On a posé des poêles qui étaient un petit peu plus économiques. Mais 80 000 livres de sirop, la dernière année, j'avais 20 000 entailles, 80 000 livres de sirop. Ça a pris 125 cordes de bois de 4 pieds pour faire mon printemps de sucre. C'est pour vous dire, quand Stéphane disait tantôt, on passe l'été à fendre du bois puis le placer dans la cabane pour le printemps. C'est ce qu'on faisait quasiment 2 mois de temps l'été parce qu'il fallait préparer la saison qui s'en venait. C'est là qu'on a décidé en 2000 d'aller à l'huile. On a été pendant quelques années à l'huile. Et il y a 5 ans, on a décidé de revenir à granule. On a fait le tour des entreprises, puis on a regardé le côté électrique, mais on voulait avoir plus de saveur, fait qu'on a opté plus pour une machine à granule, ou on aurait pu revenir au bois aussi quand on fait l'aménagement, mais on a mis la granule parce qu'on est rendu à 30 000 entailles, puis on produit environ 140 000 livres de 140-150 000 livres de sirop par année. Quand même. Et donc, c'est ça, la chaleur que le bois amène, ça permet de faire caraméliser le sucre un peu. Là je pense qu'on l'a perdu. Oui, vas-y, Serge. Là, je pense qu'on va faire... Vas-y, Serge, mais peut-être bouger un petit peu à côté de ta fenêtre ou je ne sais pas, là, mais... Ah, OK. OK, on ne voit pas bien. OK, c'est bon, vas-y, continue. Là, c'est bon. Bon, ben, c'est pour vous dire, la granule, quand on a décidé d'aller là, ben, c'était, l'économie. L'économie entre l'huile et la granule, c'est sûr que
Cette année, peut-être un peu moins, vu que l'huile avait baissé, mais il y a 5 ans, le prix de l'huile puis le prix de la granule, mais c'était 50 d'économie. Fait que c'est pour vous dire que la machine, à long terme, il y a une partie de la machine qui se paye toute seule juste par l'économie d'énergie, l'économie Du coût de l'énergie. du coût de l'énergie. Puis, c'est des poêles qui fonctionnent assez bien en capacité de chaleur puis en transfert de chaleur, fait que, qui sont assez économiques. Okay. Je dirais même à la Fédération des producteurs productrices acélicoles, où quand il y a trop de sirop des années, ce sirop-là est conditionné, mis en baril et pour attendre les années de plus petite production. Ben, je vous dirais, il y a des années, dans les 5 dernières années, on a conditionné entre 10 et 20 millions de livres par année. Puis l'échangeur de chaleur, qui est un boiler, le boiler, il marche aussi à granule. Puis les eaux de récupération sont même récupérées par un évaporateur électrique. Okay. C'est pour dire que, tu sais, quand Stéphane disait de plus en plus, on s'en va vers des équipements qui sont plus verts. Oui, puis je pense que s'il y a des améliorations qui se font en cours avec l'évaporateur électrique et la granule, ben, de plus en plus, les producteurs vont être de plus en plus verts. On le voit par les statistiques qu'on fait à chaque année aux producteurs productrices acélicoles. Et donc, là, il y a aussi le fait de dire que, bon, là, on traverse la crise qu'on traverse, mais le prix de l'huile, ça fluctue. Les saisons de production sont jamais les mêmes. Donc, tu ne veux pas superposer un prix d'huile qui serait super haut avec une petite saison. Donc, le fait d'avoir de la biomasse, ça te permet d'avoir un prix connu parce que ce prix-là ne bouge pas tant que ça. Là. Non, moi, je te dirais, dans les 5 dernières années, moi, ça ne m'a pas coûté plus cher qu'il y a 5 ans. On paye la granule le même prix que je la payais il y a 5 ans passés. Le prix du bois n'a pas changé tant que ça. Fait que, non, mais je te dirais qu'après que tu as fait le move, parce qu'il y a un coût faire ces transferts-là, de changer à l'huile, les pannes sont. Mais mon évaporateur est fait en conséquence. Tu peux pas dire, ben là, l'année prochaine, je m'en vais à l'huile. Là, on est au granule, on reste là, on s'est engagé même avec du côté. Il y avait des programmes de subvention pour nous aider à faire la transition. On s'est engagé pour les 10 années qui suivent à être à la biomasse. Bon, bien là, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les programmes ont été bonifiés de 5 pour les producteurs chez vous par Transition énergétique Québec. Et ce qu'on m'a laissé sous-entendre, c'est que, ben, ma foi, si il y avait du travail supplémentaire qui était fait, peut-être qu'on pourrait être encore plus créatif parce que ça permettrait, encore une fois, d'utiliser des bois mal aimés, d'améliorer la balance commerciale du Québec, puis d'encore rehausser l'image de marque de votre produit. Fait que je pense qu'on va devoir se parler un peu plus cet été. Là. Pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que moi, je te dirais, c'est sûr que, tu sais, comme Stéphane disait tantôt, nos érablières ont des aménages. C'est sûr que moi, je ne fais pas ma granule moi-même, mais regarde, cette année, on a aménagé tout près de 30 hectares de forêt. Ben, pas de 20 hectares de forêt. Puis à chaque année, on enlève la tuilure, on aménage une vingtaine d'hectares à chaque année pour qu'on puisse faire une rotation dans nos boisés. À tous les 15 ans, on vient. Quand on dit jardiner en acéliculture, si on veut être efficace, il faut la jardiner. Puis à partir de là, on a des rendements qui nous ressemblent. Puis en même temps, on aide à régénération. Puis en même temps, ces granules-là reviennent dans nos évaporateurs pour faire bouillir. Donc, on a des questions, on va les prendre. Monsieur Paré, qui est actif, il nous dit qu'il y a peu d'évaporateurs sur le marché ont une efficacité de 70%. Stéphane, qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'en dis que c'est déjà en partant, c'est parce que l'efficacité, on pourrait parler de l'efficacité de combustion, mais déjà en partant, on fait de l'évaporation. Donc, on travaille en cuve un peu fermée, on fait de la récupération de chaleur dans le dôme, mais c'est un procédé d'évaporation qu'on a. Donc, on peut pas avoir des performances
à tout casser. On n'est pas un système fermé, complètement contrôlé. Nous autres, on ne peut pas être complètement fermé et étanche dans nos casseroles parce qu'il faut mettre de l'anti-moussant, ça mousse énormément. Donc, on est condamné à perdre de la chaleur déjà en partant à cause de la matière qu'on traite. Obtenir des scores très élevés, ça devient pas évident. Mais je connais des équipements sur le marché qui ont une efficacité de combustion qui se rend à 85, mais efficacité d'évaporation, c'est une autre affaire. On a une perte qu'on peut pas enlever à 100%. C'est les lois de la thermodynamique. Ouais. Puis tu peux traiter, éliminer l'eau, comme tu l'as dit, ce qui fait qu'au bout du compte, il te reste moins d'eau à faire évaporer. Oui. Là, on comprend que quand on a commencé la sériculture, il fallait évaporer à peu près 40 litres d'eau pour faire 1 litre de sirop. Aujourd'hui, si on a la filtration membranaire au Brix, ben, on en a 1 litre à évaporer. Là. La plupart des gens, maintenant, se rendent autour de 20, ce qui veut dire qu'ils sont plus autour de peut-être entre 3 et 4 litres à évaporer pour produire 1 litre de sirop. Toi, Serge, chez vous, vous êtes autour de quoi? Attends. On a des difficultés à t'entendre, Serge? Je pense qu'on t'a perdu, là. On voit l'image, c'est gelé sur l'image. Vas-y, Serge, donc tu nous disais? OK. Ça a figé. Donc, OK, on va prendre Connaissant Serge, je suis convaincu qu'il est autour de 20. Non, mais je pense qu'on a, en lien avec la question que Serge nous disait, à l'effet de dire, ben, je cultive ma forêt pour aller comme Evelyne le dit, parce qu'il faut faire de quoi avec ces magnifiques êtres-là qui ont une utilité, sinon il y aurait pas, la nature ne les aurait pas fait. Hein? Monsieur Cabasso nous dit, est-ce que ça serait intéressant de fabriquer ces granules à partir du bois d'érablière? Je dirais que ça se fait. Il y a des producteurs qui le font, le granule. Moi, ce n'est pas l'option qu'on a pris. À la place, on va avoir une granule qui est stable. C'est pour ça qu'on la fait venir puis on l'achète d'une usine qui fabrique la granule. Okay. Donc, ouais, ça répond à un cahier de charge, puis c'est garanti que chaque kilo contient autant de joules d'énergie, puis c'est standard. C'est ça. Okay. C'est sûr que c'est une technologie quand même simple, la fabrication de granules, mais ça prend quand même un certain investissement dans l'équipement pour justement assurer la qualité. Je pense que le modèle le plus intéressant, c'est probablement pas que chaque producteur acéricole devienne son propre producteur de granules, mais qu'il y ait des à faire, c'est ça, des concentrateurs qui s'occupent de faire l'aménagement, qui aident à l'aménagement, puis qui font la production de granules après, qui est comme votre modèle. Là. Je pense que c'est probablement ça qui serait plus efficace. Probablement que la rentabilité doit être un peu plus difficile à obtenir quand tu produis tes propres granules. Parce que c'est un peu ça aussi. Dans les granules, il y a un taux d'humidité que tu veux pas. Si tu veux avoir ta chaleur, tu veux de la chaleur sèche, tu veux pas de la chaleur humide parce que ça vient affecter ta capacité de faire bouillir. C'est ça. Voilà. Bon. Donc, en ligne, gênez-vous pas si vous avez d'autres questions. Je pense que vous avez 3 spécialistes, 3 personnes qui viennent nous expliquer qu'au Québec, plus ça va, plus notre sirop, il y a un nombre grandissant de producteurs qui en font le sucre le plus vert de la planète. Il en reste un bout à venir convertir. Mais ce qu'on entend, c'est que, Serge, s'il y a les programmes adéquats, puis qu'il y a un bon signal du marché, les producteurs vont sûrement faire le pas. Oui. Regardez, il y a les évaporateurs aussi au bois qui sont beaucoup plus économes qu'ils étaient. Et la même chose pour les granules puis électriques. Je vous dirais, aujourd'hui, quand le producteur a à changer ses équipements, c'est une analyse qu'il doit faire pour être rentable à long terme, mais est aussi rentable pour la nature à long terme. OK, mais puis de façon plus technique, c'est pas avec ça va lui prendre du courant triphasé, donc les poteaux avec 3 fils où il y a son érablière, puis ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, là, hein? Ben, moi, je te dirais, il y a des places que moi, chez moi, quand j'ai pris ma décision, si j'avais voulu m'en aller sur le triphasé passait dans le rang chez moi. Là.
ça n'aurait pas été un gros coup, mais je trouvais que l'évaporateur électrique, la technologie n'était pas rendue où ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis déjà, je pense que dans 5 ans prochains, mais cette technologie-là va aussi s'être améliorée. Fait que, moi, je vous dirais, on a des technologies aussi qu'on peut être économiques et en même temps pour l'environnement le plus vert possible. Puis on le voit très bien, que il y a de plus en plus de producteurs qui le demandent, donc il y a de plus en plus de manufacturiers qui font des équipements de meilleure qualité qu'avant aussi, puis plus performants. Là. Oui. Donc, Stéphane, tu as été pendant plusieurs années chez Dominion Grimm, le plus grand fabricant. Et donc, derrière ça, on a une clientèle qui est également qui est sur nos webinaires avec nous, qui sont des étudiants universitaires, maîtrise, doctorat. Donc, il y a néanmoins des besoins de recherche dans les technologies liées à la sériculture. Ben, moi, je reviens encore à Evelyne parce que il y a plus d'acériculteur qui a besoin de tout le bois qu'il faut qu'il sorte de son érablière. Serge, les 20 hectares qu'il a aménagés cette année, il ne va pas les brûler l'an prochain. Là. Donc, on a des surplus de pas beau bois à passer. Donc, on a besoin que ce pas beau bois-là ait une valeur pour que ça rapporte rentrer dans les érablières sans qu'ils soient obligés de nous enlever des beaux arbres. Parce qu'on veut les garder, nous autres, les beaux érables. On aimerait bien ça qu'ils n'en prennent jamais des beaux érables dans l'érablière. Fait qu'on on a besoin d'un développement d'un marché qui va faire en sorte que ça va être plus intéressant de faire aménager les érablières. Puis, moi, je pense que la clé est là. C'est développer la biomasse pour l'ensemble du Québec, pas juste pour la sériculture, parce que on a l'air d'être des gros consommateurs d'énergie, mais on n'est pas assez gros pour consommer ce qu'on produit. La quantité de biomasse au Québec est très abondante. L'exemple que tu donnes, c'est que pour une érablière, il produit beaucoup plus de biomasse que ses propres besoins d'énergie. Donc, ça pourrait aider d'autres consommateurs ailleurs. Puis aussi, juste pour dire que j'ai des collègues chercheurs qui travaillent sur la valorisation des bois mal aimés aussi, mais pour des produits de longue durée, des panneaux, essayer de faire des panneaux quand même, ou d'autres produits, de la pâte qu'après tu peux transformer en bioproduits de très, très haute valeur. Donc, il y a tout un écosystème industriel qui peut se développer aussi autour des bois dégradés, des bois mal aimés. Donc, la bioénergie, biocarburants, bioproduits, ça devrait occuper une place importante parce qu'on en a besoin pour la transition énergétique. Mais encore une fois, ça peut jouer en équipe avec d'autres produits du bois, là, des produits très innovants là, qu'on va voir apparaître dans les prochaines années. C'est ça. Puis, comme j'ai dit tantôt, il y a 20 millions de livres dans les 5 dernières années, entre 15 et 20 millions de livres qui étaient conditionnés pour être mis en entrepôt à chaque année. Aux producteurs productrices à Séricole, c'est tout fait avec la biomasse. Moi, pas loin de chez moi, à 6-7 km, j'ai une usine de compote de pommes. La plus grosse usine, je pense que c'est une des plus grosses usines au Canada. Puis, elle fonctionne avec de la biomasse. Wow. Moi, je te dirais peut-être qu'il y a une partie de mon bois que j'ai coupé cet hiver qui pourrait s'en aller là pour alimenter cette usine-là, parce que à chaque jour, c'est peut-être une vanne de copeaux que ça prend pour la fournir en énergie pour faire la compote de pommes qui produit à chaque journée. Là. Bon, donc on a plein de solutions et peut-être regardez, ce sont des pistes de réflexion qui nous amènent à la fait de dire qu'il y a encore du travail à faire, mais je pense que les chantiers sont bien établis et il ne manque pas grand-chose pour qu'effectivement, on puisse dire que la quasi-totalité du sirop d'érable devienne d'ici 3, 4, 5 ans le sucre le plus vert de la planète. On a déjà celui qui l'est, donc Serge, celui que tu fais chez vous est de ce lot, mais il y a moyen d'en faire plus. Et donc, voilà, je pense que ça répond à la question. Puis en ligne, si jamais, je vais terminer là-dessus, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, vous nous envoyez vos questions à voici
vous nous envoyez vos questions à info à commercial AQPER.com. Et la semaine prochaine, comme le soleil est de plus en plus présent, Serge va reconnaître mes liens avec les producteurs d'agneaux, n'est-ce pas? Donc, on va vous parler de la filière solaire, qui est bien plus que de l'électricité. Et là, on peut voir que vous voyez un petit peu où on va s'en aller. Donc, la semaine prochaine, soyez des nôtres. On va faire un retour sur la filière solaire. Ça a intéressé beaucoup de gens. Et donc, soyez des nôtres. Merci d'avoir été là. Merci Serge. Merci de ta ténacité pour avoir été là tout le long et avoir essayé. Puis, si vous avez des questions pour Serge, vous pouvez lui envoyer. Merci Stéphane. Merci Evelyne. Et regardez, tout le monde, profitez du beau temps. C'est là. Magasinez. Faites attention. Plantez des arbres. Peut-être pas des arbres, mais plantez des arbres. Parce que c'est ça qui fixe le carbone. Donc, voilà. C'est ça. Merci beaucoup tout le monde, puis à la semaine prochaine. Puis partagez l'émission, dites à vos amis d'aller la regarder sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. YouTube. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci.